Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Nous ferons le point sur notre système de santé à l'ère de la couverture médicale généralisée. D'ailleurs, le ministre de la Santé a répondu aux questions des élus au Parlement la semaine dernière. Il a été question de problèmes du système de santé au Maroc liés aux infrastructures, mais en grande partie, selon lui, à un manque de ressources humaines. À l'aube de la signature d'un protocole d'accord cadre sur les conventions nationales relatives à l'AMO, à l'assurance maladie obligatoire, la tarification nationale de référence est aussi dans le pipe. Mais la baisse des prix est-elle la réponse adéquate pour l'industrie pharmaceutique, le consommateur et le gouvernement, surtout après la généralisation de la couverture médicale? Au moment où le gouvernement se lance dans la réforme de la santé publique, les pharmaciens veulent aussi se procurer d'autres vocations en s'estimant aptes à jouer un rôle complémentaire de la médecine. Quid de la santé de ces officines au Maroc? Pour répondre à ces questions, je reçois un expert en marché pharmaceutique, en politique de santé, Abdelmjid Blaïch. Bonjour et bienvenue. Merci, plaisir partagé toujours d'être sur cette émission. Marhaba, toujours un plaisir pour nous également. Donc, depuis le 1er décembre dernier, le Maroc a réussi à passer la première phase du chantier de la généralisation de la protection sociale avec le basculement des ramédistes vers, comme vous le savez, le système de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Donc toute la population aujourd'hui marocaine est couverte par l'AMO. Quel impact d'abord de cette généralisation, Sibli Blaïch? Oui. Alors, bien sûr, comme on le sait, une grande partie de la population était totalement exclue des soins. Et puis, il y a eu le RAMED qui a voulu intégrer une bonne partie, ce qu'on a appelé les économiquement démunis. Malheureusement, ça a été un échec pour plusieurs raisons. Ça n'a réussi en fait qu'à ruiner les hôpitaux parce qu'il n'y avait personne pour payer ces actes quand même. Et en face, il y avait un manque de médecins, les infrastructures qui étaient souvent, les équipements qui étaient souvent en panne. Et donc tout ça, ça n'a fait qu'augmenter les frustrations de cette population. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis très content que cette population intègre la CNSS. Et ce n'est pas par hasard que cette population a été intégrée à la CNSS. C'est pour la raison simple, c'est que c'est le régime le mieux équilibré économiquement et le mieux outillé pour accueillir cette population. Bien sûr, ça ne sera pas facile entre la population active. Aussi pour l'État. Et difficile parce qu'aujourd'hui, la CNSS a des agences, a du personnel pour gérer la population CNSS classique. Mais maintenant, avec tout ce monde qui va venir, ça ne va pas être facile. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la politique du médicament avec cette généralisation de la couverture médicale, Abdelmjid Blaïch, en sachant que beaucoup de choses vont changer avec cette nouvelle étape révolutionnaire, on peut le dire? Alors, moi, je pense à 2 points en particulier. Le premier, c'est la souveraineté sanitaire qui s'est imposée avec le Covid. Et nous voyons, même certains pays européens, si vous voulez, dont la souveraineté sanitaire a durement été touchée. Aujourd'hui, en France, le paracétamol, médicament basique, le paracétamol, l'amoxicilline manque. On a donné le droit aux pharmaciens de casser les comprimés pour faire des préparations pour des bébés, ce qui n'est pas facile. Et donc, tout ça, dans un pays européen, ça semble incroyable. Ça vient de la dépendance de ces pays vis-à-vis des pays asiatiques parce qu'ils ont tout délocalisé. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter ce choix et d'essayer de revenir. Seulement pour faire revenir, il faut 5 ans minimum pour se réapproprier cette fabrication de médicaments. Nous, au contraire, parce qu'il y avait une industrie nationale, même pendant la pandémie, elle était résiliente, le marché était alimenté de manière normale, à part quelques pénuries qui portent essentiellement sur des produits importés et sur des médicaments en situation de monopole, mais ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui souffrent de la thyroïde ne trouvent plus leurs médicaments sans le nommer. Ça fait quelques mois et quelques années que ça dure, mais personnellement, pour chercher les médicaments correspondant à 3 mois de traitement, j'ai cherché mes boîtes, je les ai récupérées à Essaouira, à Tanger, à Rabat et à Casa, pour 4 boîtes.
Vous voyez, Et pourtant, le lévothyrox ne coûte pas cher. 6 dirhams, moi j'étais étonné de... je dis, à ce prix-là, je comprends qu'il y ait pénurie. Parce que comment peut-on fabriquer un médicament avec des prix très bas? J'avais déjà alerté la DMP en 2015 sur une liste de médicaments en disant il y a risque de disparition. Effectivement, certains ont disparu et d'autres continuent d'être produits à perte par certains laboratoires. Cette politique de baisse continue et tout azimut, elle est dangereuse. Il faut traiter ça le cas par cas. Il y a effectivement des médicaments coûteux dont le prix doit être révisé. Et en face, il y a des médicaments à petit prix où une baisse de prix ne peut que les faire disparaître. La Turquie, elle en a fait la meilleure expérience en ayant une politique drastique des prix à la baisse. Et là, beaucoup de médicaments ont disparu du marché. Il ne faut pas aller vers dans ce sens. Je pense que j'étais étonné de constater que le plus grand nombre de baisses et l'ampleur des baisses les plus importantes ont porté sur la première tranche de prix, inférieure à 300 dirhams, et surtout les qui a touché le prix le plus bas, et moins sur la troisième et la quatrième tranche, les prix qui dépassent 1000 dirhams et 2000 dirhams. Donc là, il faut y aller doucement, et sur la base d'études économiques et ne pas faire des choses que nous pouvons regretter. Il est dommage que le prix des médicaments soit un enjeu de politique politicienne et sans voir derrière les contraintes logistiques, les contraintes industrielles, les contraintes pour les économiques. Importateurs comme pour les producteurs. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il faut rester quand même raisonnable et se dire vaudrait mieux avoir un médicament disponible qu'un médicament disponible qu'un médicament pas cher et pas disponible. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, un produit comme le Centrum, c'est le seul pour le fluidifier. C'est pour la pression... Non, pour le fluidifier du sang. Fluidifier le sang, voilà. Il n'a pas d'alternative, il n'a pas d'équivalent. On ne le trouve pas. Ça, c'est des choses quand même dangereuses qui sont inacceptables. Mais on ne trouve pas parce qu'il y a un problème dans sa fabrication, parce qu'il ne coûte pas assez cher. Quelles sont les autres... Entre autres, quelles sont les autres raisons, justement, pour lesquelles nous ne trouvons pas ce genre de médicaments qui restent vitaux pour certains cas, dont Centrum, comme le lévothyrox, d'ailleurs. Exactement, et le lévothyrox pour les gens qui en ont besoin à titre quotidien. Absolument. Et je peux vous assurer que quand il y a un trouble de la thyroïde, les manifestations sont parfois dangereuses et ça peut aller vers le pire. Donc, ce n'est pas de n'importe. Donc, je dis politique du médicament. On doit penser souveraineté sanitaire, mais je peux dire que notre situation aujourd'hui, elle est bien meilleure que certains pays européens. Et elle doit aller vers aussi, et surtout, une optimisation des budgets qui vont être alloués à cette couverture sanitaire. Pourquoi? C'est 37 millions de Marocains avec leurs besoins, dont la plus grande partie était hors système, et dont certains ont des maladies coûteuses ou chroniques qui vont arriver avec ces besoins. Et donc, si on n'essaie pas d'optimiser les budgets à travers l'utilisation du générique, plus de génériques et plus de biosimilaires, et je rappelle que les génériques ont permis d'économiser quelque chose comme 22,8 milliards de dirhams entre 2016 et 2021. Et rien qu'en 2021, 3,8 milliards de dirhams, ce n'est pas rien. Et donc, si on ne va pas cette politique d'encouragement des biosimilaires et des génériques, on ne pourra pas optimiser. Et soit on va ruiner les caisses, soit on ne pourra pas traiter suffisamment de population. Alors, si Blaïch, nous l'avons évoqué dans de précédentes émissions sur ce même plateau de Média TV en ce qui concerne la consommation du Marocain aux médicaments. Est-ce que vous pensez qu'elle va augmenter? Parce que nous ne consommons qu'une petite part, comparé à d'autres pays de la région MENA, autour de 500 dirhams annuellement. Et 10 boîtes par an, en moyenne. Est-ce que vous pensez que la généralisation de la couverture médicale va faire que ce montant-là, ou que cette part destinée aux médicaments va augmenter avec les années? Elle va augmenter. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle augmente en volume. Et non pas seulement en valeur. Parce que c'est ça qui traduit l'accessibilité aux médicaments, qu'au lieu de consommer 10 boîtes, on en consomme plus. Il est clair qu'elle va augmenter, mais
logiquement, il ne doit pas augmenter en valeur comme il augmente en volume. Bien sûr, ça reste un chiffre qui est faible par rapport même aux pays voisins, l'Algérie et la Tunisie. On parle de 2 fois pour l'Algérie et 1,5 fois pour la Tunisie. Donc, il y a là un problème. Alors, il a été démontré que quand il y a eu la mise en place de l'AMO en 2006, la croissance du marché a été multipliée par 2. Alors que quand il y a eu baisse des prix de médicaments, ça n'a pas impacté le marché, il est resté plat. Pour la bonne raison que soit les médicaments que consomment les gens sont très bas et donc les petits changements de prix n'impactent pas tellement le patient, soit ils se trouvent dans les tranches les plus hautes où ils sont inaccessibles de toutes les façons, même avec des baisses. Donc, si vous voulez, la généralisation de la couverture, elle a plus d'impact sur la consommation des soins en général et des médicaments en particulier que les simples politiques de prix. Vous avez parlé des génériques. Quelle est la place du générique dans cette course à la souveraineté sanitaire, Abdelmjid Belaiche? Alors, c'est très simple. On ne peut pas concevoir une souveraineté sanitaire sans une souveraineté pharmaceutique. Et on ne peut pas concevoir une souveraineté pharmaceutique sans une fabrication locale qui nous met à l'abri d'une dépendance vis-à-vis de pays tiers. Et quand on parle de la fabrication locale, elle s'est construite essentiellement sur la fabrication des génériques. Parce que l'industrie, elle a quand même plus d'une 60aine d'années, mais le véritable mouvement, si vous voulez, s'est fait au début des années 90 avec l'arrivée des premiers génériques et des premiers génériqueurs qui ont commencé par des petites choses et qui sont aujourd'hui les leaders du marché et qui sont attaqués non pas à des produits courants qui coûtent 2 sous, mais aujourd'hui à des produits à forte valeur ajoutée. Des anticancéreux, les vaccins pour certains, les médicaments de l'hépatite. L'hépatite, oui. Voilà, des choses très importantes. Alors, quand on parle de médicaments, bien sûr, on parle des officines aussi. Oui. Où en est le dialogue entre les pharmaciens et l'exécutif? Alors, il est bien dommage que le secteur de la pharmacie officinale soit divisé et qu'il n'y ait pas et qu'il ne parle pas de la même voix. Contrairement aux médecins, les médecins avec toutes les spécialités, le public, le privé, parlent tous de la même voix et portent des messages assez forts. Le problème des pharmaciens, c'est comme ils sont divisés entre fédération, confédération, ils n'arrivent pas à avoir une voix forte pour leurs revendications qui sont légitimes, pour un secteur qui est en train de souffrir d'une manière extraordinaire. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous avons des faillites, un nombre de faillites importantes. 2, nous avons des installations incontrôlés et suicidaires. Des jeunes viennent, ils l'ouvrent n'importe comment, alors qu'il y a un nombre très important de pharmacies. 11 000 dans tout le territoire. C'est le chiffre qu'on cite, mais en réalité, personne n'est en mesure de donner le chiffre réel. Il n'existe pas de chiffre réel. Chaque fois, on avance des chiffres. Je suis étonnée. Non, il n'y a pas de chiffres et il n'y a pas de cartographie qui donne à un jeune qui veut s'installer quelles sont les régions qui ont besoin de pharmacie et quelles sont les régions qui sont encombrées. Il n'y a rien de tout ça. Il y a des chiffres qui sont donnés un peu comme ça. Le chiffre de 11 000 est un chiffre officiel, mais peut-être que ça dépasse. Peut-être ça dépasse. Il est probable que ça dépasse, vu le nombre d'installations et malheureusement le plus souvent suicidaires. Donc il y a de gros problèmes. Il y a le problème de l'effritement du monopole pharmaceutique, tous ces produits de santé qui ne se vendaient en pharmacie et qu'aujourd'hui qu'on trouve partout sauf dans la pharmacie. Et il y a le problème des dispositifs médicaux, équipements médicaux qui, au lieu de se vendre dans la pharmacie, y compris les produits stériles comme les prothèses et tout ça, qui se vendent ailleurs, mais pas dans la pharmacie. C'est une perte d'un chiffre d'affaires important pour les pharmacies. Tous ces facteurs qui s'ajoutent font que, malheureusement, c'est un secteur qui souffre énormément. Et il y a cette nouvelle vision, notamment, qui encourage, en tout cas, les pharmaciens luttent pour cela, pour qu'ils puissent avoir aussi leur mot à dire dans le changement d'un médicament, au cas où ils jugeraient nécessaire, parce qu'il n'est pas disponible, de le changer avec un autre. Mais la loi
ne leur permet pas. Donc, oui. Ils veulent aussi que cela change. Absolument. Alors, les pays qui ont encouragé les génériques ont eu recours à ce droit de substitution. D'accord, avec bien sûr des mesures incitatives, parce qu'il n'est pas question de demander à un pharmacien de substituer un produit cher par un produit moins cher, où il va perdre sa marge, sans qu'il y ait une compensation. Il y a aussi l'idée que le pharmacien doit être rémunéré, non pas par une marge, qui peut être faible, mais aussi par un forfait sur la dispensation. Qui peut être, je ne sais pas moi, du 10, 20 dirhams par ordonnance. Il y a aussi des revendications légitimes de faire certaines missions de santé, telles que la vaccination, les tests, le suivi de certains patients chroniques. Donc il y a certaines missions qui peuvent être confiées aux pharmaciens sans qu'ils empiètent sur les missions classiques des médecins. Je pense qu'il faut avoir le courage aujourd'hui d'aborder ces choses-là de manière dépassionnée et non pas avec uniquement sous l'angle de l'intérêt. Et cela ne risque-t-il pas d'empiéter sur le domaine des médecins? Écoutez, il faut mettre la profession médicale et la profession pharmaceutique autour d'une table et qu'on arrive à mettre d'accord ces gens-là. Après tout, c'est des choses qui marchent dans d'autres pays. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas au Maroc. Très bien. Alors, pour que ça marche au Maroc, parce que le Maroc a entamé une réforme de son système de la santé. Le chef du gouvernement a qualifié cette nouvelle vision d'une approche globale qui touche l'ensemble des domaines avec une démarche menée au niveau régional et local pour améliorer l'accès aux soins. Je cite bien sûr les mots de Aziz Akhnouch, notamment à travers l'établissement d'une carte régionale de la santé. C'est très beau, hein? Sur le papier, c'est très beau. Oui. Mais en tout cas, dit comme ça, parce que si effectivement on arrive à décliner une vision ministérielle au niveau des régions, ce serait l'idéal. Bien sûr. Parce que chaque région a sa spécificité, ses besoins, notamment en soins. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui de cette carte régionale de la santé selon vous, Abdelmajid Belaiche? Alors, il y a d'abord un grand défi, celui du manque de médecins et de la mauvaise répartition du médecin avec des hyperconcentrations qu'on est autour de Casaraba, etc. Et rien ailleurs. Privé, hein? Et oui. Et des déserts médicaux ailleurs. Alors, les solutions. D'abord, il y a le partenariat public-privé et les conventions parce que cette réforme ou cette refonte ne pourrait réellement marcher que pas sur un pied, et d'ailleurs un pied boiteux de la santé publique, mais sur deux pieds, celui de la santé publique et celui du privé, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le plus gros des plateaux techniques des ressources humaines sont du côté du privé, qui capte 90% des remboursements. Et donc, il faut être réaliste. Sans l'implication du secteur privé. Mais justement, quand on dit implication du secteur privé, on revient à un tarif national de référence, on devient au protocole thérapeutique qui doit être défini. Il est question justement dans ce protocole d'accord cadre sur ce tarif national de référence qui n'a pas bougé depuis... Oui, depuis 2006. Oui. C'est ridicule de parler de 90 dirhams. Mon mécanicien qui s'occupe de la santé de mon moteur de ma voiture me coûte beaucoup plus cher que mon médecin qui s'occupe de ma santé et de ma vie. Sur le papier, encore une fois, hein, parce que dans la réalité, on ne paye pas les 90 dirhams ou les 150 dirhams que vous avez évoqués, spécialiste généraliste. Et c'est malheureusement le malade qui paye. C'est le préjudice, c'est pour le patient. Absolument. Justement, donc il était question de tarification nationale de référence, le rôle du secteur privé aussi, Abdelmajid Belaiche, en connaissant bien sûr les failles et aussi les grands mots MAUX de ce secteur privé, dont finalement le prix est encore une fois payé par le patient. Absolument. Des choses qui me touchent, c'est surtout l'histoire des chèques de garantie et des chèques en noix et le paiement en noix. Tout ça doit cesser. Mais en même temps, on doit garantir aux cliniques le paiement
même si le malade décède, même si sa famille ne vient pas payer, il faut bien qu'il... Si on ne fait pas ça, si on ne garantit pas aux cliniques le paiement de ce qu'ils ont fait comme acte, on ne pourra pas sortir de cette histoire de chèque de garantie. Mais du coup, il n'y a pas d'autre solution. À vous entendre, Abdelmjid Belaiche, il n'y a pas d'autre solution que le chèque de garantie. Aujourd'hui, dans l'état actuel, pour eux, c'est une solution, mais c'est une solution qui éthiquement pose problème. Et même au vu de la loi. Parce même que avec la généralisation maintenant de la couverture médicale, on va quand même demander un chèque de garantie avant d'accepter un client dans une clinique privée au Maroc. Certainement. Et c'est bien dommage. Et le noir? Oui, et le noir, ce n'est pas acceptable parce que de toutes les manières, oui, là, on est... Je veux dire, même quand le ministre de la tutelle, Khalid Eital, s'insurge au Parlement de ce genre de pratique, il demande à ce que ça s'arrête. Mais s'il y a vraiment une volonté politique, vous le disiez tout à l'heure, on peut arrêter ce genre de pratique. Bien sûr, parce que ne serait-ce qu'en appliquant la loi. Parce que c'est inacceptable aujourd'hui que quelqu'un ait un revenu sans qu'il paie des impôts, donc sans le déclarer. C'est de l'évasion fiscale. Oui, mais on demande du cash, c'est-à-dire comment faire le suivi pour déclarer, pour payer des impôts sur quelque chose qui est payé en cash. Oui, donc mais justement, de ce paiement au noir, enfin, d'où l'appellation de ce paiement au noir. Il faut que tous les paiements soient tracés et donc. Non, mais le patient n'a pas d'autre choix que de payer. Oui, surtout des situations d'urgence où c'est une question de vie ou de mort. Et vous vous rappelez l'histoire du juge qui est mort dans les escaliers du service de cardiologie au CHU ici à Vicenne, quand le service était carrément une clinique, parce qu'il n'était pas en mesure de produire un chèque de garantie et il n'a pas été pris en charge, il est mort dans les escaliers. D'ailleurs, ça a fait des histoires. C'est quelque chose qui remonte il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mais ça a choqué et c'est inacceptable. Rien n'a changé depuis. Oui, malheureusement. Rien n'a changé depuis. Vous avez évoqué un point très essentiel, c'est celui de la ressource humaine. Aujourd'hui, le Maroc connaît une vraie hémorragie de ces médecins qui préfèrent aller officier sous d'autres cieux, notamment en Europe ou au Canada. Oui. Est-ce que vous pensez que la solution émanerait simplement de la tutelle, du ministère de la Santé et de la Protection sociale? C'est un problème transverse dans lequel sont impliqués le ministère de l'Éducation nationale, beaucoup de ministères. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que d'une part, nous ne formons pas assez de médecins parce que nous n'avons pas assez de facultés. Nous avons pratiquement mis une soixantaine d'années pour passer d'une faculté à 11 qui existe aujourd'hui dans 3 privés et pratiquement 15 ans pour passer d'une seule faculté, celle de Rabat, à une deuxième à Casa. Et de plus, c'était une formation élitiste où pour y accéder, il fallait avoir une moyenne je ne sais comment. Donc, on est en train de payer les erreurs du passé. Aujourd'hui, comment on doit sortir de ça? C'est d'abord des facultés dans toutes les régions, mais ça mettra un certain temps avant de voir les premiers médecins arriver. Dans les médias, c'est bien sûr la participation du secteur public. Mais l'histoire des médecins étrangers, je crois que ça fait un pchit. On n'a pas un grand monde qui est arrivé de l'étranger pour exercer la médecine chez nous. Et il y a peu de chances pour que ça soit le cas. Donc voilà les mesures. Bien sûr, faire des facultés, plus de facultés. Il y a aussi que pour ces facultés, il faut qu'elles soient adossées à des CHU pour l'exercice. Il faut qu'il y ait des professeurs pour l'encadrement. On sait que beaucoup de professeurs sont aujourd'hui dans le privé. Qu'est-ce qui empêcherait ces professeurs? Pourquoi on ne leur proposerait pas d'avoir aussi une mission d'encadrement dans les facultés? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche ça? Donc, il faut qu'il y ait des ponts entre le secteur public, de santé publique, et le secteur privé. Il faut de telle manière qu'un médecin dans le privé puisse exercer dans l'hôpital et vice-versa. Sans ces solutions-là, il ne faut pas qu'on reste rigide sur les anciens modèles. Il faut être créatif et aller chercher toutes les solutions qui peuvent marcher. Et pourvu qu'elles soient mises en œuvre
sur Absolument. le papier comme sur le terrain. Ah oui, oui, justement, c'est ça le Merci. problème. Merci beaucoup, Amjid Blaich. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, c'était la séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.